Bien, écoutez, j'y suis arrivé en 1994 et j'en suis parti en 2007. Écoutez, Aimé Jacquet, Roger Lemaire, Santini et d'abord, il ne faut pas oublier que la FFF, c'est 2 millions de licenciés, ce sont des centaines de bénévoles, donc c'est aussi une grande partie de communication interne, c'est-à-dire il faut informer le monde du football, qui s'y composé pour essentiel de gens qui donnent une grande partie de leur temps sur ce qui se passe dans le football. Ensuite, il y a la gestion, comme toute direction de la communication externe, c'est-à-dire la promotion de l'image, l'aspect corporate, le président, parce que c'est une, compte tenu de l'importance du football en France, pas qu'en France, dans le monde entier, il a une présence médiatique très très forte, donc il faut gérer sa communication comme on gère la communication d'une haute personnalité. Et puis, il y a également, bien entendu, la gestion de toute la communication qui accompagne les contrats de partenariat, tant avec l'équipe de France qu'avec la Coupe de France, qu'avec le football amateur. Et puis, mais là, je dirais que c'est un service proprement dit, la communication de l'équipe de France. Bien entendu, parfois des réticences, mais de toute façon, il y a un règlement qui est clair et un club ne peut pas empêcher son joueur de participer à un match de l'équipe de France. Et c'est valable pas d'ailleurs. Un match de l'équipe nationale, c'est un règlement qui est valable dans le monde entier. Donc, mais c'est sûr que certains clubs, notamment les grands clubs qui ont besoin de leurs grands joueurs, je parle des grands joueurs français, c'est sûr que bon, quand on leur retire un grand joueur, ils ont un peu l'impression qu'ils vont perdre un peu de compétences s'ils ont des matchs capitaux à proximité d'un match de l'équipe de France. Quand les joueurs sont en équipe de France, ils sont sous la responsabilité de la FFF, bien entendu. Oui, mais enfin, la FFF s'assure pour ce genre de choses et a toutes les protections pour ce type d'événement. Alors, ça a beaucoup évolué dans le temps. Au départ, tous les sponsors de l'équipe de France et tous les équipements de l'équipe de France, notamment pour l'équipement de l'équipe de France, devaient être portés par les joueurs. Alors il y a eu une petite modification depuis cette première clause, c'est-à-dire que maintenant les joueurs peuvent conserver leur contrat de chaussures, mais tous les autres contrats de partenariat doivent être respectés par les joueurs. Ils peuvent porter le maillot Nike maintenant et faire leurs interviews devant le panneau d'interview avec les partenaires de l'équipe de France et les partenaires de la fédération. Ça dépend parce que vous avez eu des sélectionneurs qui étaient déjà salariés de la fédération, en étant entraîneur national, appartenant à la direction technique nationale. C'était le cas, par exemple, d'Aimé Jacquet, de Roger Lemaire, de Raymond Domenech. Donc dans ces cas-là, il y a un avenant à leur contrat, et pendant une durée déterminée, ils ont leur contrat de sélectionneur national. Et d'ailleurs, ils retrouvent ensuite leur contrat à durée indéterminée d'entraîneur national. Mais quand on prend le cas de Santini, il a eu un contrat à durée déterminée de sélectionneur national. Je parle des compétitions. Donc, par contre, lorsqu'un joueur vient jouer en équipe de France, il touche une prime pour jouer. Ensuite, si il gagne, il a une nouvelle prime. Voilà. Enfin, s'il est sélectionné pour une compétition internationale
l'Euro, la Coupe du Monde, il a encore une nouvelle prime. Et ensuite, s'il participe à la Coupe du Monde, et au fur et à mesure de l'avancement de la Coupe du Monde, il a encore une nouvelle prime. Et ces primes sont partagées, les joueurs ont une prime, le sélectionneur en a d'autres, le staff en a une autre. Je dirais si, logiquement, la transaction, je n'ai pas eu tous les détails du contrat, mais d'après ce que j'ai cru comprendre, le contrat de Raymond Domenech en tant que sélectionneur s'arrêtait à l'issue de la Coupe du Monde. Le contrat sur lequel il y avait préjudice, enfin, si l'on peut dire, puisque en admettant qu'il y a faute professionnelle, vous le savez comme moi, quand il y a faute professionnelle grave et en plus préjudice pour l'image de la Fédé et même du football en général, bon, un bon avocat peut arguer du fait que bon, bah, il n'y a pas de prime à toucher, ce qui était la position de la fédération au début. Bon, là, il y a eu une négociation. La seule question que je me suis posée, moi, mais j'ai vu ça en lisant les papiers, hein, c'est que logiquement, cette négociation ne devait pas se baser sur la rémunération du sélectionneur en tant que sélectionneur, puisque son contrat de sélectionneur était à durée déterminée et s'est achevé à l'issue de la Coupe du Monde. Donc, la faute professionnelle et le licenciement de Domenech devait se faire logiquement sur la base de son salaire d'entraîneur national, pas sur la base de son salaire de sélectionneur, puisqu'il n'était plus sélectionneur. Et il le savait avant même. Donc là, les sommes demandées sont surréalistes par rapport à un salaire sélectionneur. Moi, à mon avis, enfin, si je suis pas avocat, mais si, je pense qu'on pouvait tenir jusqu'au bout, parce que même en allant très très loin sur le salaire de base, ça aurait pas, à mon avis, ça aurait été largement inférieur, à supposer même que les prud'hommes condamnent la FFF à payer, ça aurait été très long d'abord, et ça aurait été, à mon avis, largement inférieur.